Chers amis, bonjour. Merci d'être venus si nombreux ce matin donc, pour vous interroger avec nous sur la cancel culture et les craintes qu'elle peut susciter. Pour discuter de ce thème, nous avons trois intervenants. Xavier Gorce n'a pas pu se joindre à nous. Alors, nous avons tout d'abord Gisèle Sapiro. Gisèle Sapiro est directrice de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est aussi directrice de recherche au CNRS. Elle a publié, parmi d'autres, deux ouvrages. L'un vient d'être réédité en poche, Des mots qui tuent, la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise, 1944-1945, et plus récemment, j'ai cru comprendre que c'était le travail du confinement, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur, qui est effectivement au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Olivier Beau est professeur de droit public et il s'interroge en universitaire sur les menaces qui actuellement pèsent sur la liberté académique, le savoir en danger. Enfin, Anne-Laure Buffet est thérapeute. Elle a publié, elle est aussi conférencière, elle a publié donc récemment cet ouvrage, parmi d'autres, Tous toxiques, tous victimes. Tous trois, évidemment, se posent un certain nombre de questions autour de la cancel culture qui actuellement donc devient de plus en plus présente. Pour ceux qui auraient encore des doutes, j'ai cherché une définition. Comme le terme est récent en France, il ne figure pas encore dans les grands dictionnaires, alors je suis retombé sur Wikipédia. La cancel culture, de l'anglais cancel, annulé, aussi appelée en français culture de l'effacement ou culture de l'annulation, est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Nos trois intervenants se sont interrogés autour de cette cancel culture et Gisèle Sapiro lui donne, par son travail en particulier sur les écrivains, les intellectuels jugés en 44-45, une dimension historique. Voulez-vous vous exprimer peut-être pour introduire le débat en cette dimension particulière? Oui, merci. C'est vrai que quand j'ai fait ce travail, je n'ai pas du tout mis ça sous l'étiquette de la cancel culture, et je le mettrai toujours pas, je pense. Je pense que dans le terme de cancel culture, on inclut des choses très très différentes. C'est un terme qui est venu quand même, qui a été utilisé par Trump, qui est venu en fait de ceux qui contestaient certaines pratiques et qu'on assimilait. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est surtout la postface qui pose la question de la réédition d'auteurs compromis et qui sont encombrants pour la mémoire nationale, comme Charles Maurras, comme Rebatté, comme Frasillac, qui ont été jugés en fait à la Libération pour le crime d'intelligence avec l'ennemi, qui est un crime de trahison nationale. Ces jugements ont été amnistiés en 51-53, mais se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces auteurs. C'est posé aussi la question de l'inscription de Maurras, de Céline au livre
parce que c'est aussi présent uniquement par son procès, au livre des commémorations nationales. Est-ce que c'est bon? D'accord. Il faut le tenir comme ça. Parce que, voilà, donc c'est peut-être dans cette perspective que ça pose cette question, mais en fait, ce livre-là, il est vraiment sur les arguments lors des procès qui sont complexes parce que les défenseurs disaient en gros qu'on ne pouvait pas poursuivre, on ne pouvait pas condamner des gens pour leur opinion. Donc ils mobilisaient un principe qui est un principe démocratique à propos d'un régime qui ne l'a pas été, qui a aboli la liberté d'expression, et où ces écrivains avaient le monopole de la parole, puisque leurs adversaires étaient interdits de publier et de s'exprimer, sous peine d'ailleurs de répression très violente, et donc d'un régime autoritaire de censure, comme on en voit d'ailleurs aujourd'hui un peu partout dans le monde, donc il y a une actualité aussi de ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu des débats sur ces procès, qu'il y a eu des condamnations à mort. C'est vrai que ce sont des procès pour certains qui se déroulent entre l'automne, septembre 44 et mai 45, donc avant la fin de la guerre. Donc on est encore en période de guerre, même si Paris a été libéré. Et donc il y a des condamnations à mort qui sont prononcées, notamment Brasillac qui a été condamné et exécuté. Et après il y a eu une pétition, une mobilisation. Avant la condamnation à mort, il y a eu une mobilisation d'écrivains qui demandaient l'indulgence pour lui. Et il y a un débat à l'époque entre intransigeant et indulgent qui divise la communauté intellectuelle. Voilà. Il y a une pression quand même très forte sur les tribunaux à l'époque, enfin une pression populaire, d'un certain nombre, non? On sort d'une période quand même où il y a eu... alors, il y a toute une discussion à avoir sur la justice, parce que c'est les mêmes magistrats qui ont jugé ces écrivains et qui étaient en place sous le régime de Vichy. Alors on dit qu'effectivement il y avait des jurys populaires constitués en partie par des communistes. Enfin je veux dire, c'était des citoyens oui, bien sûr. Et je pense que les châtiments qui ont été sans doute exemplaires pour les intellectuels, c'était aussi une manière d'exprimer la violence qui avait été subie par une grande partie de la population pendant les 4 ans. Et ces intellectuels, ils avaient quand même appelé au meurtre, ils avaient appelé à l'exécution des otages, ils avaient appelé à l'exécution des résistants, des gaullistes sans procès, et ils avaient... voilà, c'est pour ça que je parle de mots qui tuent. C'est vrai qu'il est très difficile de faire la preuve des liens entre de tels appels au meurtre et les actes commis. Donc moi je ne parle pas de causalité, mais je parle de légitimation. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je parle de discours de stigmatisation qui pour moi doivent être, et c'était à l'occasion d'un entretien avec Charlie Hebdo, lorsque le livre La responsabilité de l'écrivain est sorti, que j'ai mis en annexe, que j'ai pu préciser cette idée que pourtant ce livre était écrit en défense de la liberté d'expression, qu'il y avait quand même une limite à la liberté d'expression, c'était ces discours que j'appelle non pas de haine, mais de stigmatisation, c'est-à-dire stigmatisation de populations qui sont vulnérables à un moment donné et où ces discours de stigmatisation peuvent légitimer des actes de violence. C'est la violence toute symbolique telle que l'a définie Pierre Bourdieu, mais ils peuvent légitimer des actes de violence physique perpétrés contre ces groupes. Voilà. Donc, il y a le cas de Céline qui en fait échappe pratiquement aux poursuites, même si on en a beaucoup parlé et vous en parlez abondamment, là peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur. Il a pratiquement échappé effectivement à toute punition. Alors Céline, pardon. Il a été absolument condamné, mais il a été amnistié par un tribunal militaire sous son nom de Louis-Ferdinand Destouches, qui n'avait pas identifié son identité d'écrivain ou a fait semblant, on ne sait pas. Mais de toute façon, les peines qu'il encourait étaient moindres que les autres, parce qu'il était tout simplement il avait moins écrit dans la presse, moins des choses directes.
Et donc, en fait, et puis son procès intervient plus tard, à un moment où les peines deviennent moins sévères, en fait. Donc, et alors, ce qui est très intéressant aussi, alors il n'est pas présent à son procès, hein, il est réfugié au Danemark, c'est cette... moi j'ai regardé tous les témoignages lors du procès, personne ne mentionne de folie ou de quoi que ce soit, une seule personne interroge. C'est quelque chose qui émergeait par exemple pour Rebatté, on parle du fait qu'il était emporté parfois par sa violence, comme s'il ne contrôlait pas, donc s'il n'était pas un acteur complètement rationnel, que c'est l'écrivain qui l'emportait, ou c'est sa plume qui l'emportait sur son discernement. Dans le cas de Céline, ça n'apparaît pas. Même si le commissaire au gouvernement, comme on disait à l'époque, laisse entendre quelque chose, qu'il y avait une incohérence, quelque chose qu'il n'arrivait pas à résoudre entre ces prises de position. Mais c'est surtout un professeur américain qui va le voir au Danemark et à qui Céline fait croire qu'il a été trépané de la Première Guerre mondiale et qu'il donc il entend des bruits dans son cerveau et c'est de là que part un peu l'idée que voilà, il y aurait une folie Céline, enfin, et donc c'est une manière de le déresponsabiliser. Alors ça n'a pas eu d'impact sur son procès, sauf que ça sort quand même la veille de son procès. En même temps, c'est intéressant à comparer au cas d'Ezra Pound, qui lui a été, donc Ezra Pound qui était le poète moderniste qui a été engagé pour le fascisme, qui est parti en Italie et qui a un procès après la guerre, et où là il y a des jugements médicaux qui le font interner. Aujourd'hui ces jugements sont remis en cause, enfin ces évaluations, ces expertises médicales sont remises en cause. Alors je ne veux pas me prononcer parce que j'ai pas, et puis je n'aurai pas la compétence sur le dossier médical, mais ça pose la question de la responsabilité de l'intellectuel, et c'est en ce sens-là que moi j'interroge aussi le rapport entre responsabilité pénale et responsabilité morale. C'était le fil du livre La responsabilité de l'écrivain, de montrer que la responsabilité, l'éthique de responsabilité des écrivains s'est construite en rapport avec la responsabilité pénale, mais aussi en partie contre elle, pour étendre, les écrivains ont été à la tête des combats pour la liberté d'expression, pour étendre cette liberté, mais que quand on arrive dans cette période de guerre, en fait ce sont des écrivains qui ont légitimé, justifié la suppression de la liberté d'expression, qui en ont profité et abusé, et qui après mobilisent la liberté d'expression pour leur défense en disant mais on a fait qu'exprimer notre opinion et ça n'avait pas de conséquences. On reviendra sur ces lignes puisque vous en reparlez à propos de... oui, de la réédition, on en a parlé aussi un peu hier. Tout à fait. Bien, dans le monde de l'université, qui est à l'heure actuelle, donc, vous parlez de savoir en danger. Donc, dans le monde de l'université, cette cancel culture est très présente, puisque c'est dans ce monde-là qu'elle a démarré aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, qu'en est-il, et de toute façon plus large, dans le monde universitaire, qu'en est-il et quels sont les dangers que vous voyez? Merci. Je crois qu'il faut distinguer la France des autres pays, parce que la France arrive en retard. Une fois, on est en retard, enfin toujours en retard par rapport aux États-Unis, donc on n'a pas le même danger. Je pense que ce serait exagéré de dire qu'il y a le même danger. Je voudrais préciser une chose. Pourquoi est-ce que la cancel culture est dangereuse pour nous universitaires, mais pas que pour nous, pour les gens aussi de la culture? C'est qu'elle porte atteinte directement à la liberté d'expression. Voilà. C'est un nouvel ordre moral. Alors c'est mal vu par les gens de gauche, parce que c'est un thème de gauche. Le problème, c'est que les gens de gauche ont du mal à se déprendre de l'idée qu'il faut toujours défendre les gens de gauche. Or, il se trouve que c'est un thème de gauche, l'histoire de la cancel culture. Donc les universitaires sont très embêtés parce que majoritairement ils sont à gauche, et ils ne savent pas trop comment se situer. Moi, tout ça m'est indifférent, donc j'ai critiqué effectivement la cancel culture. Je donne juste un exemple, deux exemples. Pourquoi est-ce que c'est dangereux la cancel culture? Parce que c'est au nom de cette prétendue défense des minorités jadis opprimées que des militants ont interrompu la pièce Les Suppliantes à la Sorbonne. Donc si vous voulez, à partir de vous avez des minorités d'activistes qui considèrent que des propos, des actes ou des écrits les gênent et portent atteinte à leur dignité, parce que c'est ça, de dignité ou de civilité. À ce moment-là, ils revendiquent le droit à la violence, le droit à une sorte de légitime défense. Et donc forcément, ils empiètent sur la liberté d'expression. Alors ça vaut évidemment pour tout ce qui est liberté d'expression artistique, on a le cas avec les suppléantes. Pour nous, les professeurs, le danger, c'est évidemment les étudiants qui vous dénoncent pour des propos qu'ils jugent offensants. Pour eux seuls,
s'estiment en droit de dire ce qui est offensant. Et en France, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'exemple massif. Je pense que pour l'instant, le phénomène est cantonné en France, mais ça arrive, ça arrivera. Ça va probablement arriver au moment où ce sera fini aux États-Unis, parce que je pense que ça va finir. Je ne sais pas quand, mais ça finira. Mais en France, ça risque peut-être d'arriver. Mais ce qui nous protège pour l'instant, nous, les universitaires en France, c'est que les étudiants ne payent rien à l'université. Ils ne sont pas des clients. Donc, ils n'ont aucune force de pression, sauf si les présidents de l'université cèdent à la démagogie, ce qui est toujours, hélas, possible. Les étudiants n'ont pas une force de pression terrible. Donc, je pense que pour l'instant, et je peux me tromper, les pronostics sont faits pour déjouer, je pense que le thème de la cancel culture n'est pas aussi dangereux en France qu'à l'étranger. Dans le livre, je cite un cas que vous connaissez peut-être, mais qui est le cas, à mon avis, le plus. On peut en trouver des scandaleux confusions. C'est le cas qui s'est passé à Ottawa, où une jeune femme, enseignant très nouvelle culture, elle défend théorie du genre, etc., donc elle est tout à fait dans la ligne actuelle, donc elle a tous les titres requis pour ne pas être contestée, et elle a le malheur, pour expliquer la stigmatisation, le renversement de la stigmatisation par les écrivains noirs aux États-Unis, qui utilisent le mot nègre pour contester l'usage de ce mot. Donc elle emploie le mot nigger, en cours, à Ottawa. Elle est dénoncée par une étudiante, qui n'est pas noire, je le signale, qui a des problèmes psychologiques, mais qui la dénonce, qui donne son nom, son adresse, et à partir de ce moment-là, l'université, le recteur, le président de l'université, qui est honteux dans cette affaire, je n'ai pas à le dire, la suspend, sans même lui demander, sans même qu'elle ait le droit d'expliquer ce qui s'est passé en cours. Cette affaire s'appelle l'affaire Verouchka, lieutenant Duval, elle donne lieu à un livre qui va sortir au Canada. Il y a une commission indépendante au Québec qui sait, parce qu'il y a deux Canada, il y a le Canada anglophone et le Canada francophone. Les francophones sont vent debout contre la cancel culture et sont en train de réagir contre ce qui se passe à Ottawa et dans le Canada anglophone et qui arrive à McGill, à Montréal, qui est, comme vous le savez, une université anglophone. Eh bien, les universitaires québécois ont fait ce qu'on pourrait faire en France, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont été sollicités par le pouvoir politique pour faire une commission indépendante avec recueillant tous les témoignages pour voir l'état des lieux. Je pense qu'en France, on n'en est pas encore là, donc je ne pense pas qu'il faille non plus exagérer, mais le cas de, si vous le disiez dans la presse, le cas lieutenant Duval montre à quel point l'intolérance fanatique de ces étudiants peut tout simplement brider toute liberté d'expression. Moi, je suis professeur d'université, si je sais que je fais cours et qu'au moindre dérapage, un petit dérapage, ou une expression qui n'est pas comprise, parce que cette étudiante n'a rien compris, vous êtes cloué au pilori, elle a été obligée de changer de domicile. Il y a des cas, des dizaines de cas aux États-Unis comme ça. Donc ça veut dire que c'est la prise de pouvoir d'une minorité d'étudiantes au nom de cette prétendue nouvel ordre moral. Moi, je n'hésite pas à dire que c'est un nouvel ordre moral. C'est une nouvelle censure. Alors, il paraît que c'est un thème de droite, c'est le Point, le Figaro, etc., qui en font des tonnes. Moi, je m'étonne que Libération et les journaux progressistes n'en parlent pas davantage, ou ils en parlent toujours pour défendre la cancel culture. Et je trouve que c'est une erreur politique majeure. Donc, mon point de vue, évidemment, par rapport à votre question, faut-il craindre la cancel culture? Je dis oui, hélas. Les valeurs sur lesquelles s'appuient justement ces étudiants sont des valeurs que tout le monde peut reconnaître, mais la plupart du temps, ce sont des valeurs qui, dans l'interprétation qu'ils en donnent ou dans l'usage qu'ils en font, n'est pas véritablement digne d'être utilisé ici. Je ne pense pas que ce soit des valeurs. Le vrai problème, c'est que ce sont des gens qui défendent pas des valeurs, qui défendent leur identité en exagérant leur sens de leur identité. Donc, vous êtes noir, vous défendez la cause noire, vous êtes femme, vous défendez la cause féministe, et vous êtes homosexuel, vous défendez la cause homosexuelle. Quelles sont les conséquences de ça? On a tout à fait le droit de le faire. Je ne conteste pas le droit à défendre ça. Mais à vouloir universaliser, à vouloir poser ça comme un absolu, ça pose un problème immense. Je vous donne un deuxième exemple que je cite dans le livre. En droit, on a des philosophes du droit qui sont très souvent, certains sont conservateurs, mais qui ont produit des œuvres majeures. Notamment en France, c'est Michel Villet, qui était catholique très strict, et aux États-Unis, en Angleterre, à Oxford, il y a John Finnis, qui est encore professeur. Michel Villet, bon. John Finnis, c'est le plus grand philosophe du droit anglais existant. Il se trouve qu'effectivement, il est très conservateur, il s'est fait attaquer par les homosexuels et les transsexuels, et les étudiants d'Oxford ont réclamé le fait de le licencier, puisqu'il est professeur émérite, au motif qu'il est contre la cause homosexuelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces étudiants n'ont aucun intérêt pour ce qu'a écrit John Finnis. Je précise que John Finnis, c'est un grand intellectuel, c'est un très grand philosophe du droit. On va réclamer son licenciement parce qu'il défend des thèses qui déplaisent aux homosexuels et aux transsexuels. Sans même se poser la question de savoir quelle est la valeur de cette cause homosexuelle. La question, tout simplement, c'est une revendication de censure. Non seulement, et je dis, c'est un macartisme, c'est l'équivalent du macartisme. Évidemment, c'est inversé. Alors effectivement, dire ça en France, c'est impossible parce que
en France, il y a le macartisme, c'est des méchants anticommunistes, et puis le reste, il n'y a rien. Ben, moi, je dis que, d'une certaine manière, ces étudiants d'Oxford réinventent une sorte de macartisme, mais de gauche. Voilà. Je pense qu'on doit le dire, et je le dis. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Pardon, je vous en prie. Oui, parce que je sais qu'on compare le terme censure et le terme macartisme. Moi, me dérange parce que c'est la différence entre quelque chose qui est exercé par l'État et quelque chose qui est exercé par des groupes minoritaires. Donc je pense qu'il faut quand même... non, justement, moi je ne suis pas pour la culture de suppression et je finis mon livre en disant que je pense que la suppression aura un effet délétère qui est de reproduire la violence symbolique en l'effaçant. Évidemment, je ne suis pas pour les cas qui sont cités. Je pense qu'en même temps, prendre conscience du fait que si on a des étudiants noirs dans une classe, leur exposer des œuvres racistes comme des grandes œuvres de l'humanité, ça peut leur faire violence et je pense que ça nécessite un discours d'accompagnement qui est pas seulement de dire c'est de son époque, mais d'essayer de comprendre la violence qui s'exerce. Je ne pense pas que la censure des mots, encore une fois, soit la solution, mais je pense que c'est une sorte d'étape de prise de conscience. Après, il y a des pratiques très diverses. Il y en a qui sont parfaitement condamnables, et y compris, moi j'ai pris position, enfin pas pris position, mais de fait en pratique, un professeur que je ne nommerai pas, mais qui était accusé de harcèlement sexuel, enfin même de viol sur une affaire d'il y a 30 ans non prouvée, et où il commençait à s'agiter sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai assisté à un colloque au Canada, anglophone, où des jeunes collègues ont dit moi j'ai décidé de ne plus jamais le citer. Alors que bon, son œuvre est une œuvre de théorie littéraire qui n'a rien à voir. Et après, le jeune collègue qui fait une conférence en utilisant un concept de cet auteur et sans le citer, donc on se réapproprie le concept. Donc c'est très choquant, et moi personnellement, c'est quelqu'un que je connais, j'ai participé au mélange en son honneur, voilà, donc je considère, et j'en avais parlé aussi avec d'autres collègues, on était d'accord là-dessus, puisque en plus l'accusation n'est pas prouvée, les faits ne sont pas avérés en tant que tels. Donc je pense qu'il faut distinguer les cas et pas tout mettre dans le même... Juste on n'est pas vraiment d'accord sur l'histoire de prévenir les étudiants de ce qu'on va dire, etc. Bon, c'est le phénomène actuel d'infantilisation des enfants, des étudiants pour des enfants, etc. Ça, moi, je ne supporte pas, mais enfin, ça, c'est très subjectif. Le point central, c'est sur la question censure publique, censure privée. Effectivement, la cancel culture, et c'est nouveau dans l'histoire, on a l'invention d'une censure privée. Je ne vois pas ce qui permet de justifier une distinction entre une censure de l'État et une censure privée. C'est une censure. Ça, c'est tant qu'elle ne s'applique pas. C'est tant qu'elle ne s'applique pas. Après, si elle s'applique, alors c'est... Bien, elle s'applique. La preuve, c'est que les étudiants, dans certains cas maintenant aux États-Unis, vous n'avez plus le droit d'étudier tels auteurs. Il y a une vraie censure, il y a une force. Je vous renvoie, parce que c'est trop long, il y a un article dans les mélanges Patrick Waxman de Gérard Carin qui s'appelle Une censure sociale. On a affaire à un nouvel... Donc nous, en tant qu'intellectuels, de toute façon, c'est intellectuel, on doit aussi découvrir ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ça, c'est l'apparition d'une censure privée. Et c'est pas parce que ce sont des étudiants qui la font que c'est pas une censure. Voilà, donc on n'a pas... Non, mais moi je dis ça l'a dit, les étudiants n'ont pas toujours raison. Donc, oser dire qu'aujourd'hui en France, les étudiants n'ont pas toujours raison, ça veut évidemment, c'est très dangereux parce que des professeurs réactionnaires qui osent s'opposer aux étudiants. Moi je dis pas les étudiants, je dis certains étudiants activistes ultra minoritaires. Et je dis donc qu'on doit, nous universitaires, se défendre contre cette nouvelle censure. C'est tout ce que je dis. Oui, mais il y a des professeurs qui peuvent avoir tort aussi. Et oui, mais c'est eux qui sont en chair quand même, c'est eux qui ont la tribune et l'autorité. Et donc je pense que les étudiants ont le droit aussi de s'exprimer. Et je distingue quand même malgré tout le boycott de ce qui est une censure. Alors quand c'est suivi des faits avec des licenciements, là je suis d'accord pour... Vous introduisez dans votre travail justement la cancel culture, et à ce propos, vous y faisiez allusion donc, aux réseaux sociaux. Vous citez Umberto Eco, qui est plutôt méchant justement par rapport aux réseaux sociaux, en disant les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Donc c'était effectivement dans le cadre d'un article de journal et pas du tout dans une publication, effectivement, mais
c'est vrai que ce poids des réseaux sociaux est important. Oui, alors, c'est pas parce que je cite Umberto Eco que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait les intellectuels et les imbéciles, ou ceux qui ont le droit à la parole et ceux qui doivent se taire. Et je pense que surtout, il y a beaucoup d'intellectuels, entendus au sens large, qui ont été très perturbés de voir arriver le droit à la parole par le biais des réseaux sociaux, et d'une certaine manière, une parole qui n'est pas canalisable ou pas canalisée, ce qui fait que ça désarçonne beaucoup de personnes. Voilà, ça c'est pour la citation de Eco. Après, au-delà du fait d'être observatrice et attentive des propos, et pour ce qui est de la cancel culture, je ne sais pas s'il faut la craindre. Je crois pas qu'il faille vivre de manière générale dans la crainte. Donc si on se met sur un pied d'observation qui est déjà dans la peur, on va être dans le rejet de ce qui est en train de se passer. On ne peut pas être dans l'écoute quand on est dans la peur, parce qu'on reste retranché sur notre posture. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que tous les propos des plus virulents ou plus apaisés que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, parce que ça part souvent des réseaux et ensuite qu'on retrouve dans le cadre de l'université ou ailleurs, si on les observe en étant déjà apeuré de ce qui va nous arriver possiblement, on ne peut plus entendre, on se met en mode de défense, et donc si on est sur la défensive, on est également agressif. Moi, c'est la crainte que j'ai, c'est la crainte de cette crainte-là, c'est-à-dire une exagération de ce qui est en train de se produire, étant donné que de toute façon, et heureusement, le monde, donc la pensée sont censées être évolutives et évoluer. Pour l'instant, pour moi, tout ce qui relève de la cancel culture ou de ce qu'on appelle le wokisme ou autre, c'est surtout qu'il y a heureusement, des schémas qui sont en train de se transformer complètement, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, il y a des minorités qui, heureusement, ont le droit à la parole, et de façon assez schématique, je vais le dire comme ça, c'est pour moi des mouvements qui sont extrêmement, sur le plan de la construction identitaire, qui sont extrêmement adolescents. Donc, comme tout adolescent, ils fonctionnent sur l'émotion. Et si nous, intellectuels, en face, et je me mets dans les intellectuels, dans ce grand mélange intellectuel, si on ne prend pas du recul par rapport à ça, un peu sur une posture plus réfléchie et plus adulte, en fait, on se retrouve dans un combat qui est guère que le combat de l'adolescent face à son parent chez lui. Alors les portes claquent, ça s'oppose, ça s'aime plus, ça se cherche, ça a besoin de soutien, ça rejette, mais il n'y a pas de discussion. Et je crois que notre devoir, c'est de les entendre pour accompagner la parole, pour transformer un schéma social actuel. Là, je parle essentiellement de la France, parce que c'est vrai que tout ce qui est dans le monde anglo-saxon est quand même assez différent pour plein de raisons, sans doute plus exagéré. Mais en tout cas, on va dire sur le vieux continent où nous résidons, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est surtout pouvoir dire il y a un besoin de prise de parole, que ce soit effectivement de tous les LGBTQIA+, et je crois même que maintenant ça va plus loin un peu plus, a besoin de la parole des femmes, a besoin de la parole des femmes qui vont parler au nom des enfants qui subissent des violences, a besoin de la parole des minorités racisées. C'est très important de leur donner, et c'est très important de leur dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec eux si c'est argumenté. Le problème que je vois, que j'entends souvent, c'est de la part de ces minorités une incapacité ou une non-volonté d'entendre le discours contraire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils arrivent avec leur discours et on devrait s'y soumettre. Et on devrait tout accepter. Et moi, la difficulté que moi j'ai, et alors pour le coup, si je le vois vraiment dans le cadre de mon travail et de mes consultations, et je l'ai vu, ça fait à peu près 10 ans que j'exerce et j'ai vu une évolution sur ce plan-là, c'est que il y a 10 ans, les personnes qui étaient en souffrance, quelle que soit la cause de la souffrance, venaient chercher une aide, un soutien, une compréhension, elles étaient perdues dans ce qu'elles vivaient. Et aujourd'hui, elles arrivent avec quelque chose qui est complètement affirmé. Et même dans le cadre thérapeutique, si on n'adhère pas à leurs paroles ou si on leur propose une élaboration différente de la parole, elles ne rentrent plus dedans. Et ça, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, il ne faut pas être dans la crainte absolue. Il faut être dans la volonté de pouvoir débattre, de pouvoir communiquer, mais la volonté, il faut vraiment qu'elle soit partagée et elle ne l'est pas toujours. C'est ce qui me freine un peu. Je peux juste dire quelque chose sur l'émotion. Moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose de forcément adolescent, mais je ne suis pas spécialiste comme vous, mais je pense que c'est l'indignation,
et l'indication comme mode de révolte contre une violence symbolique qui s'est exercée de manière séculaire. Maintenant, je pense que le fait qu'un professeur, je parle beaucoup avec des collègues américains, annonce dans sa classe qu'on va lire des textes qui peuvent choquer, c'est pas infantiliser les étudiants, c'est leur montrer qu'on est conscient du fait que ces grands textes du canon sont vecteurs de violence symbolique et la reproduisent. Je pense que c'est des très grands professeurs et qui savent très très bien ce qu'ils font, et que s'ils arrivent à parler justement, à faire passer des textes qui seraient normalement annulés, c'est parce qu'ils arrivent à montrer ça. Et ça me paraît une phase importante. Maintenant, sur le canon, il est sans cesse révisé, et cette entreprise de révision aux États-Unis, elle a commencé dans les années 70 avec les féministes et avec aussi le mouvement des droits civiques. On découvre maintenant qu'il y avait plein de femmes auteurs, qu'il y avait plein de minorités auteurs. Où est-ce qu'ils étaient? Le canon, c'est quelque chose qui se fabrique pas seulement sur la base des grandes idées et des grandes valeurs, ça se fabrique aussi sur des critères sociaux. Je suis sociologue, donc je travaille là-dessus et je travaille à démonter ces mécanismes. Comment se fait-il qu'il n'y a que 6 ou 7 femmes prix Nobel de littérature jusqu'en 90? Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes qui écrivaient? Si, il y en avait plein. On est en train de les découvrir. Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes artistes? Si, il y en avait plein, on est en train de les découvrir. Mais non seulement il y en avait, mais il y en avait qui étaient connus de leur temps. Je pense à Natalia Koncharova, qui était une des artistes les plus connues en Europe au début du siècle, et qu'on a redécouvert maintenant. Il y a eu une grande rétrospective à Londres. Où était-elle? Donc le canon, c'est quelque chose qui n'est pas figé et qui doit se discuter. Je ne dis pas qu'il faut exclure forcément, mais on peut aussi relativiser la place de certaines. Heidegger a pris une place immense dans le canon philosophique, en France d'ailleurs, beaucoup plus qu'en Allemagne. Est-ce que cette place est justifiée par rapport à Husserl ou même par rapport à Cassirer, qui n'a pas du tout la place qu'il mériterait dans l'histoire de la philosophie? Voilà, donc moi je pense que ce sont des questions qui m'intéressent, et que des étudiants nous posent ces questions, ça m'intéresse. On vient de découvrir maintenant, enfin de redécouvrir un grand sociologue noir américain, W.E. Du Bois. C'est pareil, W.E. Du Bois était très connu de son temps, et il a disparu du canon. Le canon sociologique, même la professionnalisation, c'est une sociologue américaine qui a écrit l'histoire de la sociologie aux États-Unis. On a constitué le moment, en fait, la sociologie incluée au départ, elle a été même constituée, les départements de sociologie premiers à Chicago, étaient constitués autour du travail social, social work. Et bien le moment de la professionnalisation académique des sociologues, on a exclu le travail social de la profession, qui était une manière d'exclure toutes les femmes, en fait. Et ça s'est passé aussi dans d'autres disciplines. Oui. Très rapidement, juste sur l'émotion, voilà, je dis pas, enfin, je l'entends comme je l'utilise dans la pratique, donc je ne dis pas que c'est des mouvements qui sont que dans l'émotion, je dis que ça peut exciter quelque chose d'émotionnel, d'émotif chez la personne, et que quand c'est un individu, ça va, lorsque c'est un groupe, en fait il n'y a plus que l'émotion dans ce cas-là qui va jouer, et plus du tout l'élaboration de la pensée. C'est là où, après, bien évidemment, je suis contre l'annulation de quoi que ce soit, et je suis pour la recontextualisation, et c'est quelque chose que... Je vais vous prendre un exemple très simple qui a tout à voir et rien à voir, c'est que, pour le coup, moi j'accompagne des personnes qui sont victimes de violences conjugales, bref, mais qui n'entendent pas, quand elles doivent aller porter plainte, qui n'entendent pas le discours ou les questionnements qu'elles vont recevoir, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas proposé suffisamment aux officiers de police judiciaire qui les entendent une phrase toute simple qui est: la question qu'on va vous poser va vous heurter, elle est pourtant nécessaire. Et je crois que c'est ce qui nous manque, et c'est ce qui manque encore quand on parle de cancel culture, etc. C'est ce que je vais vous proposer va vous heurter, mais c'est nécessaire pour comprendre le chemin historique ou sociologique que le monde a traversé pour pouvoir aujourd'hui faire autre chose. Voilà. C'est là où je parle d'émotion. Oui, je suis entièrement d'accord avec... Prenez l'eau, Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Gilles Sapiro sur le fait que les mouvements, le féminisme a permis de reconsidérer l'histoire des sciences sociales, l'histoire intellectuelle, en faisant apparaître des gens qui avaient été oubliés. Donc c'est évident que c'est l'aspect pour moi très positif, et je le remets
remets pas du tout en cause, au contraire, c'est remarquable. Mais moi, ce que je critique, c'est simplement, ce sont les abus, les excès. Est-ce qu'on a le droit de dire que ces militants des causes identitaires commettent des abus et des excès? Je dis oui. Et moi, le mot que je retiens de cette discussion, le mot fondamental, c'est le mot intolérance. Au nom de quoi autorise-t-on ces personnes-là à faire preuve d'intolérance juste au seul motif qu'elles appartiennent à des minorités dites discriminées? Je dis, ce n'est pas un droit à l'intolérance et tout. Et donc dire cela, c'est, paraît-il, impossible à dire. Moi, je trouve qu'il faut le dire, voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que je parle de nouvelle censure. Il s'agit de nouvelle censure. Toutes ces personnes ont le droit de s'exprimer, mais elles n'ont pas le droit de demander la censure. C'est ce qu'elles font. Et je maintiens que le point fondamental, c'est que les professeurs américains, ils ont peur. Voilà, ils ont peur. C'est pour ça qu'effectivement, ils font tout pour se conformer aux nouvelles normes que veulent imposer ces minorités. Ils sont en train de réagir maintenant parce qu'elles sont évidemment allées trop loin. Donc il va y avoir évidemment un retour en arrière. Et c'est pas parce que Trump emploie des mots, des gens comme Trump emploient des mots comme cancel culture, que la réalité n'existe pas. Voilà, il faut faire aussi très attention à ça. Le mot politiquement correct en France a été banni parce que c'est effectivement la droite conservatrice américaine qui a utilisé ce mot. Mais le phénomène existe. Voilà, et c'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. Le cancel culture, c'est la radicalisation de la politiquement correct. En France, on n'a pas beaucoup de voir parce qu'effectivement, ça vient de la droite conservatrice. Mais les faits sont des faits, et l'intolérance est un fait majeur. Donc on assiste à une intolérance absolument grandissante aux États-Unis. J'espère qu'on sera préservé de cela. J'en suis pas du tout certain. Je crois qu'il faut revenir quand même aussi au terme cancel culture, qui n'est pas un terme français, en fait. Oui. Et c'est presque devenu, enfin moi je l'entends souvent, c'est presque devenu, désolé de le dire ainsi, mais sexy de le dire. Comme woke, enfin, on sort des trucs d'un chapeau, on ne sait pas pourquoi. Cancel, c'est effacer, c'est annuler. Et ça ne correspond pas réellement, en principe, à ce que serait censé être encore aujourd'hui la mentalité française. Même si c'était il y a plusieurs siècles, on est censé être le pays des Lumières, encore un peu aujourd'hui. Et c'est cette notion, moi, d'effacement, en fait, qui me fait peur, beaucoup plus que le terme de cancel culture, finalement. Moi, je m'en fiche un peu du terme qui est utilisé. C'est se dire, ce que vous disiez, Madame Sapiro, c'est ce risque d'effacement, l'annulation de ce qui s'est passé avant. Et comme vous le disiez, comme le dit Bourdieu, c'est-à-dire de perpétuer quelque chose qui est symboliquement extrêmement violent. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus, on ne veut plus savoir. Moi, c'est ça en fait que j'entends le plus quand j'entends cancel culture. Très honnêtement, très souvent, c'est quand même quand on le voit passer sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook ou sur Instagram, on va dire on va se calmer, on ne peut pas le mettre à toutes les sauces non plus. Mais c'est plus le sens qui est donné, le sens qui appartient à ce terme-là, le sens profond qui appartient à ce terme-là, qui ne doit jamais être oublié, je crois. Je ne veux pas faire dire à Bourdieu quelque chose qu'il n'a pas dit. En fait, il a théorisé la notion de violence symbolique et donc je l'utilise parce qu'il n'a pas, on ne sait pas ce qu'il aurait dit sur la cancel culture. Donc j'utilise cette notion de violence symbolique pour dire que le fait d'effacer, effectivement, pour moi, serait une manière de perpétuer cette violence parce qu'on ne saura surtout des œuvres qui ont marqué l'histoire de la pensée, l'inconscient épistémique. Voilà. Et c'est là-dessus que je termine le livre Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur. L'effacement risque de poser une sorte de couvercle et qui va faire oublier en fait les sources et les incarnations en fait de cette violence symbolique, au lieu de, je pense que l'explicitation, c'est ce qui permet de mettre à jour. Maintenant, je voudrais dire quelque chose sur l'autocensure. L'autocensure, elle est partout dans un débat public, on s'autocensure pour ne pas verser dans l'insulte, dans l'injure, l'autocensure, c'est aussi d'avoir appris, c'est le processus de civilisation tel que décrit par Elias, de ne pas utiliser des catégories qui sont stigmatisantes, alors qu'elles étaient partout dans le vocabulaire commun, parce que c'est ce que j'appelle des opérateurs axiologiques, des notions qui renferment des systèmes de classification, qui regroupent des systèmes de classification hétérogènes, et qui peuvent véhiculer des idéologies ou des visions du monde racistes, homophobes, sexistes. Et ça, ce travail-là qu'on doit faire sur soi pour ne pas utiliser certains mots qui véhiculent ça de manière euphémisée, là aussi j'ai appris de Bourdieu qui utilise la censure pas du tout au sens des juristes et de l'État, mais la censure au sens de l'euphémisation des discours et qui opère dans chaque champ. Hein. Le droit, il y a une censure qui s'exerce par la formalisation, c'est la même chose dans l'art. C'est pour ça que quand il analyse Heidegger,
ontologie politique de Martin Heidegger, il montre que c'est indécidable parce qu'il y a bien l'idéologie de la révolution conservatrice est bien présente, l'humeur folkish et un certain nombre de notions qui viennent directement de là, qui sont présentes dans sa philosophie, et en même temps, ils sont retravaillés par les concepts philosophiques et euphémisés, de telle sorte qu'elles s'éloignent de leur sens vulgaire, tout en faisant écho, et on peut s'y reconnaître. Et ça, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est plus important de faire le travail de la critique pour comprendre ces mécanismes-là. Et voilà, donc moi c'est plutôt ça que je vois. Après, je nie pas le danger que souligne Olivier Beau, c'est juste que, bon, il faut qu'il y ait un débat, donc il faut qu'on ait des positions un peu tranchées, mais je veux pas dire qu'il n'y ait pas de dérapage possible. Et effectivement, j'ai vu des cas, j'en connais dans l'édition aux États-Unis, où en fait le passage à l'exclusion est très rapide, sans même vraiment informer les dossiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, où effectivement, là, on voit plus une dénonciation de la cancel culture généralisée plutôt que qu'une réflexion véritable sur des cas, alors qu'aux États-Unis, c'est suivi des faits, et c'est ce que je voulais dire aussi par l'impact, et c'est pour ça que je distingue le boycott de la censure et des effets que peuvent avoir ces mesures. Et puis il y a autre chose qui se passe dans les campus américains et qui peut être aussi inquiétant, c'est l'appropriation culturelle, c'est un peu en dehors de notre débat, mais c'est le fait que chacun soit renvoyé à son identité et ne puisse parler au nom d'eux, qui renvoie aussi à une histoire, une problématique intéressante historique. C'est effectivement... Bourdieu parle de classe-objet pour parler de la paysannerie, ce sont des classes parlées par les autres. Et effectivement, les groupes dominés, les minorités, les femmes, pendant longtemps, étaient parlées par les groupes dominants. Et donc la réappropriation de la parole, elle passe aussi par des formes de retournement de la violence, de retournement du stigmate, de retournement de... voilà, donc c'est aussi une phase, mais cette question de l'appropriation culturelle, elle a aussi un risque, comme le féminisme aussi, de glissement vers l'essentialisation des identités. En fait, quand on parle de la peur de la cancel culture, c'est presque ça qui me ferait le plus peur, c'est cette appropriation qui crée des luttes identitaires et on n'est plus du tout à l'écoute de l'autre. Et c'est vrai que c'est souvent le cas dans les universités anglo-saxonnes. Maintenant, c'est pas que dans les universités. Et quand je faisais des recherches pour le livre, je disais que sur Instagram, une mère de famille s'est fait, pour le coup, elle a été mise en danger par son quartier, parce qu'elle a invité, pour l'anniversaire de sa fille, elle a invité les copains de sa fille, avec qui elle était en classe, et le thème était japonais. Donc les petites filles étaient habillées en geisha, les petits garçons en japonais, le menu c'était japonais, et il y a des japonais du quartier qui ont dit que c'était de l'appropriation culturelle, d'autres qui l'ont défendu, et c'est devenu un conflit, mais alors un conflit bien sûr avec le réseau social qui s'est amplifié. Moi c'est presque ça qui me dérange le plus, c'est qu'on se dise au nom de la revendication et de la défense identitaire, si effectivement on efface le passé, encore une fois, mais pour ça je crois qu'on est quand même tous les trois d'accord, si on efface complètement le passé, en fait on ne sait même plus ce qu'on revendique et on va devenir on devient forcément l'ennemi de l'autre sans savoir pourquoi et sans pouvoir entendre le pourquoi de l'autre. C'est là où moi je trouve qu'il y a vraiment un danger aujourd'hui. C'est vrai que thérapeute, d'accord, un des courants que je suis le plus, c'est quand même l'existentialisme et la logothérapie, donc la thérapie par le sens, la thérapie du sens, la thérapie avec le langage. Si aujourd'hui on n'a plus le langage, entendu au sens le plus large possible, si on n'a plus le langage, on ne peut plus débattre. Si on ne peut plus débattre, on ne peut plus apprendre, on ne peut plus enseigner, on ne peut plus contextualiser. Et c'est pas de la cancel culture qu'il faut se méfier, c'est de l'ignorance. Et on le sait que le plus grand des dangers à toutes les époques, ça a été l'ignorance. Si on laisse faire, c'est l'ignorance en fait qui me fait peur. Donc, et je ne crois pas qu'il faille regarder la cancel culture comme un mode, c'est beaucoup plus profond que ça. Je ne crois pas qu'il faille lui donner plus d'importance que ça. Il faut donner de l'importance à ce qu'elle révèle, c'est-à-dire une perte de la connaissance, et une perte de la réflexion et du sens critique.